Cerno. Allô ? Épisode 163. Faut que je travaille. Bon, je vous embrasse alors. Oui, Julien. Portez-vous bien. Ciao Françoise. À bientôt. À présent, j'ai rendez-vous avec Margot Giacinti, la chercheuse. Je voudrais qu'elle me donne son analyse du meurtre de Sophie Nard. Une anti-enquête. Un petit 2 pièces sur cour au 6e étage d'un immeuble proche des buttes Chaumont à Paris. Donc il fait froid ce matin-là. C'est là qu'il l'a violée puis assassinée. Sophie Nard mène un RM. Ce genre de prédateur vient pour tuer. C'est pas moi. Il semble que l'homme a fait subir de longs sévices à la victime. J'ai mis mon rhododendron là. Paris est devenu sale. Pourquoi vous me posez la question ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, il s'agit d'un meurtre. Vous avez une petite doudoune à pois. Hervé. Encore une fois. Cerno. On verra bien où cette histoire nous mène. « 3, 2, 1. Paris, 17e arrondissement. Il est 15h. Je suis rue Pourchet et je me dirige vers le CNRS où j'ai rendez-vous avec Margot Giacinti, la chercheuse sur les féminicides que vous avez entendue à la fin de la saison 7 de Cerno. J'aimerais lui demander ce qu'elle pense de cette affaire du 22 rue Manin. On s'est revus quelques fois avec Margot. J'ai assisté à des tables rondes. Là, j'arrive devant le CNRS. Salut Margot. Ça va ? Oui, et toi ? Ouais. Tu veux un café ? Ouais, volontiers. Bon, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté depuis la dernière interview. Je continue à me nourrir de toutes tes analyses. D'abord, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette affaire, du meurtre de Sophie Nard ? Alors, pour moi, tu t'attaques à un dossier qui est très difficile. Et je pense que c'est en grande partie dû au fait que c'est une affaire non élucidée. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc c'est un cas, moi je trouve ça très courageux de ta part d'être allé sur ce terrain. Tu vas voir que mes réponses, elles sont aujourd'hui très prudentes parce que cette non-élucidation, elle pose réellement des problèmes méthodologiques de comment on analyse et tout ça. En plus, tu n'as même pas le dossier. Donc j'espère que tu l'auras un jour. Mais voilà, parfois, ça ne permet pas de vérifier des hypothèses, de creuser un peu plus, comme tu l'as fait en fait dans le cas de l'affaire Paulin. Ce qui m'intéresse, moi, dans le cas de Sophie Nard, c'est que c'est une forme de féminicide que donc, j'avais identifiée aussi dans la thèse, que j'ai, moi, appelée, je pense que pour d'autres chercheuses, il aura d'autres noms, mais féminicide motivé par le viol. Je pense que ce sont des cas où vraiment il y a de la prédation sexuelle qui est à l'origine vraiment de la volonté, alors de la tuerie, tout ça, mais en tout cas, le début de l'acte criminel commence au moment où la personne se dit « j'ai envie de violer une femme ». C'est un phénomène, je pense, qui est plus répandu que ce qu'on pense, mais on peine aujourd'hui à avoir des éléments très probants parce que, justement, il y a beaucoup de ces cas-là qui se passent en dehors de la sphère conjugale. C'est-à-dire que le meurtrier l'aurait tuée parce qu'il avait envie de la violer. Oui, je ne sais pas s'il avait envie de la violer spécifiquement, elle, Sophie Nard. Je pense qu'il voulait violer une femme qui lui plaisait, et je pense que Sophie Nard était le type de femme qui plaisait à cet homme. Une jeune femme, très bien habillée, très, très classe, cette histoire d'escarpin qui est présent dans le témoignage de l'avocate. Je pense qu'en fait, il ciblait peut-être une catégorie sociale de femmes. Tu penses que les habits, les accessoires de la victime ont joué dans le ciblage ? Oui, je pense que il peut y avoir une sorte de script qui se joue à l'endroit de l'identité en fait visuelle de la victime. Cet homme-là, il s'en est pas pris à une travailleuse du sexe ou une personne qui se prostituait. Il s'en est pris à une agente immobilière. Et je pense qu'il y a peut-être une forme de ciblage spécifique d'un type de femme, d'une certaine catégorie socio-professionnelle, avec une certaine classe, jeune, visiblement, parce que c'était quand même un critère important, etc. Je ne sais pas d'où est originaire socialement l'agresseur, mais ça peut se jouer à cet endroit-là. Ici, peut-être en plus du genre, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui joue, la classe sociale peut-être. Peut-être. Et ça, c'est
visuellement, bon voilà, apparemment ces agences immobilières, elles étaient toutes vitrées, on peut voir les gens à l'extérieur, donc on peut se projeter en fait quelque chose. Et je trouve que c'est hyper intéressant ça, parce que ça va se jouer par la vue en fait, par la capacité à détecter déjà si... peut-être que s'il y avait eu que des hommes dans cette agence, en fait, peut-être que l'agresseur n'aurait pas choisi cette agence. Donc tu penses qu'il est allé rue Lauriston dans le 16e, où se tenait l'agence, qu'il a observé à travers la vitrine, et qu'il a repéré ou Sophie Narme ou plusieurs jeunes femmes qui travaillaient, et qu'il était sûr en fait que ce serait l'une d'entre elles qui lui ferait visiter l'appartement, quoi. Oui, ou il s'est assuré qu'en fait il a appelé peut-être une première fois, et puis il a eu un homme qui est tombé au téléphone, il a raccroché, enfin voilà. Peut-être, tu vois, je me suis imaginé quelque chose il s'arrête devant l'agence, il regarde un peu les appartements, peut-être s'il y avait des affiches papier, je sais pas à l'époque si c'était le cas. C'est le cas toujours aujourd'hui, peut-être qu'il y avait déjà des affiches comme ça pour dire tel appartement, tel endroit et tout ça. Ou pas, je sais pas. Mais peut-être qu'il a fait un ciblage par ce biais-là. Donc quand tu dis féminicide motivé par le viol, ça veut dire qu'il avait envie de tuer et de violer, ou seulement de violer et que pour effacer ses traces, il a voulu tuer? Alors sur cette question, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre. Je te le disais, voilà, je trouve que c'est des questionnements qui sont difficiles parce qu'il n'y a pas le dossier. Et que sur le dossier, parfois, avec les interrogatoires, on arrive à mieux saisir un peu l'ambiance, la compréhension de la situation. Moi, sur en tout cas les cas que j'ai de féminicide motivé par le viol, il y a une vraie volonté d'avoir des relations sexuelles. C'est l'objectif final. Le refus de la personne en face ou de l'agentivité, donc voilà, quelque chose de... Donc, bon, le refus est une agentivité, mais on va dire toute forme de résistance, etc., pour moi, amène parfois en fait de la violence extrême, notamment le fait de tuer. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que finalement, l'avocate revient beaucoup sur ce propos. Elle s'est débattue, on a des preuves qu'elle s'est débattue, etc. Pour moi, c'est vraiment une réaction. Peut-être qu'effectivement, si elle s'était laissée faire, je ne sais pas, peut-être qu'elle aurait eu la vie sauve ou pas. Mais c'est... Voilà, le fait qu'il ait eu de l'éther, tout ça, je me suis dit qu'il avait vraiment envie de profiter, d'utiliser son privilège, de prédater sexuellement cette femme, quoi. En même temps, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui avait déjà tué. C'est aussi ce que dit l'avocate. Et qui était venu un peu... avec déjà toute une méthodologie, en fait, pour tuer. C'est là où je trouve que c'est difficile de répondre parce qu'on n'a pas le dossier. Tu vois, moi, je l'affirmerai pas nettement parce que peut-être on pourrait trouver des femmes qui en fait se sont pas débattues, qui se sont endormies, finalement des précédentes victimes, on sait pas en fait, il nous manque des informations pour savoir exactement si son but c'était de tuer. On peut y mettre aussi sur quelqu'un qui teste ses limites, en fait, puisqu'on parle de soumission chimique, peut-être qu'il était en train de tester ses limites, ou ce qui lui plaisait, ou ce qui lui plaisait pas, et peut-être dans ça il y avait la violence ou pas la violence, etc. Mais moi je partirais pas de fait avec la certitude qu'il avait envie de tuer. Il avait envie de rendre passive. Et ça, je pense que c'est très important, c'est que ces histoires de ligotage, de ficelle, de soumission chimique. On est vraiment sur quelqu'un qui essaie de balayer la possible résistance, la possible agentivité des femmes. Oui, alors sauf qu'on ne sait pas si elle a été violée pré-mortem ou post-mortem. Ça change tout quand même. Ça change tout. Enfin, sauf si elle s'est battue tout de suite et que de toute manière, il était là pour violer. Il s'est dit, en fait, je la violente et je viens pour récupérer en fait ce que je voulais, c'est-à-dire ma relation sexuelle avec cette femme bien habillée, etc. Mais pour moi, en tout cas, son premier objectif, pour moi, c'est vraiment de violer. Enfin, soit violer une femme vivante, soit violer une femme morte. Oui, peu importe, mais juste violer. Donc pour moi, c'est vraiment ça. En tout cas, si je le rattache, et encore une fois, je vais être extrêmement prudente ici parce que je travaille à partir du coup des discours finalement de l'avocate, de ce que j'ai un peu lire, mais du coup, c'est pas du tout la même chose que de travailler avec un dossier où tu vas pouvoir... rien que cette question qu'ils n'ont pas réussi à déterminer le viol post-mortem, ça c'est vraiment une question importante, quoi, quand même, pour essayer de lire ce phénomène. Et je pense vraiment qu'il a voulu faire taire. Et c'est intéressant parce que dans les profils finalement qui sont évoqués, on a quand même des hommes où on voit bien que ça pourrait être leur truc de faire taire les femmes, quoi. Voilà. On a l'impression quand même qu'il y a ce truc de... ils préfèrent des femmes muettes, quasiment inertes, que agissantes. Ça, c'est un peu le cas de tous les féminicides.
Oui, mais là le viol vient rajouter quand même un élément puisqu'il y a de l'exploitation sexuelle. Il y a vraiment... c'est pas toujours le cas, en fait. On pourrait se dire, voilà, on a tué une femme, on pourrait en profiter, c'est parfois le cas. Les femmes âgées, non, je t'avais dit, j'ai des cas qui sont... La formulation est très bizarre, c'est meurtre accompagné, précédé ou suivi de viol. Donc pareil, là, on n'a pas su déterminer quand c'était dans le moment. Et on a l'impression que c'est plutôt après. C'est, une fois que je l'ai tuée, je la vole, en plus, je vais la violer. Comme un bonus. Comme un bonus, mais peut-être pas l'intention première. Voilà, là, je ne suis pas sûre qu'on soit dans le même cas, mais à nouveau, avec des éléments qui sont très... peut-être que si on avait d'autres victimes en amont, si on voyait qu'il y a eu d'autres tentatives de viol non accompagnées, en fait, de tentatives de meurtre, ou, etc., peut-être qu'on aurait plus de précision sur ce que l'agresseur recherchait réellement. Donc, à partir de toutes les affaires que tu as étudiées, qu'est-ce que tu peux dire des profils, justement, de ces hommes ? On a l'impression qu'ils considéraient un peu la relation sexuelle comme un dû. Oui, alors, je pense que c'est un biais de mon matériau, pour le coup, mais j'ai beaucoup de... Enfin, dans les cas que j'ai de féminicides motivés par le viol, qui ne sont pas majoritaires, mais ce sont souvent, quand même, des femmes qui sont... Alors, je dirais pas en situation de domination, parce que ça n'existe pas vraiment dans une société patriarcale, des femmes vraiment en situation de grande domination, mais pour plusieurs des cas, c'est quand même des patronnes. Donc, dans le mot patronne, je mets quoi ? Je mets, par exemple, elles possèdent avec leur époux une exploitation agricole, et elles ont un employé. Mais donc, hiérarchiquement, cet employé doit, en fait, normalement, répondre à leurs désirs, à leurs règles, voilà. Donc, il se trouve que dans cette situation, j'ai pas mal, finalement, une forme d'intimité qui va se recréer, puisque c'est l'intimité, peut-être pas non conjugale, mais voilà, d'une intimité de travail, mais aussi familiale, c'est-à-dire des fois, il n'y a pas le mari, mais il y a l'employé. Et dans ce cadre-là, j'ai donc des hommes qui, quand la patronne est gentille, et c'est vraiment quelque chose qui va revenir, commencent à s'imaginer qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles avec cette personne. Et qui vont évoquer, je pensais qu'elle m'aimait bien. Et donc, elle m'aimait bien, c'est du coup qu'elle était ouverte à la possibilité d'avoir des relations sexuelles. Ça m'a quand même pas mal intriguée, parce que je me suis dit, c'est pas toujours n'importe quelle femme, là, dans mon document. Alors, peut-être que ce sont des biais, peut-être que c'est beaucoup plus large, et c'est ce que les archives judiciaires m'ont montré jusqu'alors, et dans d'autres cas, ça serait pas ça, mais, tu vois, ça m'a quand même fait réfléchir à cette histoire de classe sociale, quoi. Je me suis quand même dit, est-ce que, des fois, on fantasme pas des femmes qui sont... un peu en situation, d'être hiérarchiquement un peu au-dessus de nous, ou voilà. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui se jouait à cet endroit-là, des femmes puissantes un petit peu. Mais, même si là, je parle quand même de patronnes, elles sont juste... elles sont pas très riches, elles sont travailleuses agricoles. Quand tu vois leurs vêtements au moment de l'autopsie, c'est pas du tout des vêtements riches, etc. Mais dans la relation d'intimité, c'est pas une relation, on va dire, époux-épouse, où l'époux est le chef de famille et tout ça, c'est autre chose. Donc elles vont être gentilles avec leur employé et ils considèrent qu'ils ont droit à une relation sexuelle ? Oui, c'est ça, elles sont gentilles, elles ont parfois des attentions, c'est-à-dire qu'elles vont laisser, tu vois, une part de gâteau, du linge propre, il y a une forme de care, en fait, qui se fait. Donc le care, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en sociologie pour parler de tout le soin qui est fait, généralement par les femmes, et qui va se retrouver même dans les professions. Donc les professions de care, les infirmières, les sages-femmes, les aides à domicile, les aides-soignantes, etc., etc. Et ce care, en fait, qui est peut-être... sociologiquement, on le retrouve beaucoup, on le voit beaucoup entre les lignes dans les archives, parce qu'on voit bien que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, qui vont s'occuper des personnes âgées malades, etc. Et cette attitude, finalement, qui est plus dure et, on va dire, le rapport patronal, un peu, semble, en tout cas dans les archives, laisser espérer, en fait, des horizons possibles. Et dans les horizons possibles, il y a le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles. Et ces hommes tuent lorsqu'ils se rendent compte que finalement les femmes ne sont pas consentantes et qu'ils s'étaient leurrés, quoi. Tout à fait, j'ai un cas où en fait c'est une femme, un cas du 19e, c'est une femme qui propose d'aller pique-niquer en même temps d'étendre le linge donc à ses enfants et à cet employé. Il pique-nique et en fait ça va être un moment où il va se dire c'est un moment où peut-être on va avoir une intimité puisqu'on est loin du mari, les enfants sont en train de jouer, il essaie et en fait elle s'y refuse, elle comprend pas, tu vois, elle a presque une attitude mais je comprends pas, enfin presque comme si la relation de confiance était brisée, quoi.
Et finalement, il la tue. Donc là, j'ai ce cas-là, et j'ai ce cas aussi que je raconte dans Le commun des mortels. C'est ton livre adapté de ta thèse. Oui, où il y a une des affaires, la dernière affaire, Maxence B, c'est exactement ça. C'est un employé agricole qui vraiment a des vues sur sa patronne. En plus, sa patronne, elle a un certain caractère et en fait, elle est très très déçue de son mariage. Elle est très très déçue. Voilà, donc en fait, l'employé agricole remarque que sa patronne et donc son patron font chambre séparée. Et donc il va y avoir tout un truc qui se crée autour de ça. Donc un jour, en fait, il va à une vogue, il rentre ivre. En fait, il a vu des danseuses un peu de cabaret à la vogue, voilà. Il se dit, voilà, je vais avoir une relation sexuelle avec ma patronne. Il rentre et il va la chercher dans sa chambre, elle est couchée avec sa fille. Et à ce moment-là, il la tue. Enfin, il essaie. Et il la tue, et c'est un des cas peut-être d'overkilling les plus nets dans mes archives, parce que vraiment, il y a du sang partout. C'est une affaire qui est très difficile, et surtout, il va nier en fait ses relations sexuelles, et ce qui va vraiment les mettre sur la piste, c'est un petit peu les pièces des témoins, et la petite fille en fait qui était là, et qui raconte en fait la version, et qui va raconter comment était positionné Maxence B par rapport à sa patronne sur le lit, parce qu'il lui avait relevé la jupe et tout ça. Et donc c'est ça en fait qui va permettre de détecter ce viol qui, sans la petite fille, sans témoin, serait peut-être pas dans la procédure. Dans ce que tu décris, c'est presque comme si les féminicides n'étaient pas prémédités. Effectivement, ça c'est quelque chose qui se pose. J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que j'entendais l'avocate. Maître Florence Rowe. Exactement. Elle est vraiment persuadée qu'il y a préméditation. Elle dit, il est là pour tuer, elle le dit tout de suite. Ouais. Moi, j'ai un petit doute. Je ne suis pas sûre que ça soit toujours... le viol est prémédité, je pense. Le meurtre, peut-être, est envisagé, si elle se défend, etc. Et dans ce cas-là, on pourrait voir une forme de préméditation. Mais je pense que c'est peut-être pas toujours le cas dans ce type de féminicide. Voilà, je pense qu'il ne faut pas exclure que ça soit aussi... Il y a quand même quelque chose qui est hyper intéressant dans la procédure, c'est que, visiblement, donc l'avocate parle de l'apocalypse. Tout est renversé, donc les bijoux sont éparpillés, enfin voilà. Moi, j'imaginais aussi, tu vois, la possibilité, parce que je pense qu'il faut rester sur des choses ouvertes, que finalement, elle se soit tellement défendue qu'il ait un peu perdu ses moyens et qu'il se dise, oh là, qu'est-ce que je fais, il faut que je la fasse taire, elle va me dénoncer, elle va me reconnaître, etc. Et là, on est plus quand même sur une logique de meurtre, plutôt que d'assassinat. Donc meurtre non prémédité, assassinat prémédité. Voilà, donc je pense qu'il faut... Voilà, il n'y a pas, pour moi, une seule réponse à cette question. Il est possible que ça ne soit pas forcément une préméditation de meurtre. Il faudrait voir s'il y a eu d'autres meurtres avant. On peut imaginer aussi un profil criminel qui teste ses limites, de savoir ce qui lui plaît, parce que je pense aussi à des choses... quand on a le viol, il peut y avoir le fantasme de la violence, de l'acte sexuel extorqué. Et il faudrait voir si c'est pas un homme qui a testé ses limites, en fait, de ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, etc. Il pourrait très bien avoir tué, puis arrêté en disant, en fait, c'est pas mon truc, je préfère violer. Voilà, donc je pense qu'il faut rester ouvert tant qu'on fait, on n'a pas, et tant que t'as pas le dossier aussi. Alors l'avocate, elle l'a, le dossier. Nous, on l'a pas, on l'aura sûrement un jour, j'espère. Donc peut-être ce qu'elle affirme, elle l'affirme parce qu'elle a bien, j'imagine qu'elle a bien étudié le dossier. Il y a un truc qu'elle dit, maître Florence Rowe, elle dit « cet homme est un psychopathe ». Oui, elle insiste vraiment en disant voilà, il n'a pas le même cerveau que vous et moi. Et bon, moi aussi, Pardon, elle dit même « ce n'est pas le commun des mortels ». En fait, ça m'a fait pas sourire, mais ça m'a fait un peu tiquer parce que ton livre s'appelle « Le commun des mortels, ». Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai tiqué. Et donc, bon, alors je suis en désaccord, et ce désaccord, il s'explique peut-être par nos positions différentes. Elle vient du droit, et moi, je fais de la sociologie. Et je pense que déjà, au niveau des articulations de ces deux sphères, c'est des logiques très différentes d'analyse des faits. En sociologie, on fait attention, on est attentif, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont essayé de travailler sur ça, notamment ceux qui ont travaillé en santé, sur la folie, etc., sur ce qui constitue le pathologique et ce qui constitue le normal. Et les frontières, en fait, sont pas aussi nettes que ce qu'on pourrait penser. Quand elle parle, finalement, d'un être qui est un monstre, en fait, qui est anormal... Je crois qu'elle dit pas monstre, Non, elle dit pas. Mais quand elle dit psychopathe, moi j'entends monstre.
Oui, en fait, il y a une mise à distance très forte. Il y a une ligne qui est dressée entre ça, c'est eux, ces psychopathes, dont j'ai l'expérience puisque je suis avocate et j'en ai vu beaucoup dans mes procès, et nous, les individus qui serions normaux. Bon, moi, ça m'interroge parce que je suis pas sûre que nous soyons tous normaux ou tous pathologiques. Je suis plus proche, donc je vais reprendre ici un titre d'un chercheur qui s'appelle Francis Dupuy-Derry, qui a travaillé notamment sur le meurtre d'Hélène Rittmann, donc l'épouse qui était philosophe de Louis Althusser, lui aussi philosophe. Et le titre de son article, c'est « La banalité du maleux », donc M-A-L-E, donc banalité en fait des hommes. Et moi, je suis plus proche en fait de cette approche-là, c'est-à-dire que je considère qu'il y a peut-être certains hommes qui vont essayer d'utiliser au maximum leurs privilèges. Parfois, ça va être par de l'extorsion au sein du mariage, de relations sexuelles. On vient d'abolir le devoir conjugal en France, une notion qui était hyper présente et que je retrouve dans mes archives d'ailleurs. En fait, il y a eu de l'extorsion sexuelle qu'on n'a jamais qualifié viol conjugal en fait dans le mariage. Mais ça constitue le normal en fait, par rapport aux pathologies qui seraient de violer des femmes dans la rue. Voilà, pour moi, il y a un continuum, en fait. Il y a beaucoup la plupart des recherches féministes montrent qu'il y a vraiment un continuum de la violence sexuelle. Et finalement, entre une exploitation au sein du mariage et en dehors, finalement, ce qui est pathologique ou ce qui l'est pas, c'est quand même des hommes qui violent, donc utilisent un privilège sur des êtres qui sont perçus, considérés ou juridiquement plus vulnérabilisés socialement. Voilà. Donc je suis vraiment en désaccord avec ça parce que aussi, tu vois, je repensais aux noms qui ont été évoqués pour les potentiels agresseurs. En fait, Dominique Pellicot, jusqu'à peu, c'était un homme normal. Donc il faut se rendre compte que, en fait, des hommes normaux comme Dominique Pellicot, peut-être qu'il y en a beaucoup. Je rappelle que Dominique Pellicot est mis en examen dans cette histoire, donc il est présumé innocent, même s'il a été condamné pour l'affaire des viols de Mazan. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a ce Paul Cold Case de Nanterre qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, qui commence à résoudre des affaires, et qui montre quand même qu'il y a beaucoup d'hommes normaux qui sont aujourd'hui du coup écroués pour viol et meurtre ou tentative de meurtre, qui ont commis cet acte et puis derrière rien ou pas grand-chose. Et donc qui apparaissent parfaitement banals et parfaitement normaux. On a souvent cette idée aussi des voisins, c'était un voisin charmant, c'était un très gentil monsieur. Tu as eu ces commentaires. Avec Thierry Paulin. Tout à fait. Donc je pense qu'il est tout à fait possible d'avoir les deux visages sans être un psychopathe en fait. Et est-ce qu'on peut ne pas être tout à fait normal en apparence et un psychopathe au fond de nous et avoir une espèce de façade, mener une vie normale et commettre des actes criminels affreux ? Moi, je pense que l'impunité aide beaucoup à devenir un psychopathe. C'est-à-dire que tu n'es pas arrêté, tu n'es pas confronté à ce que tu fais. Et ça s'inscrit dans un temps long qui fait que ça devient une modalité d'expression de tes privilèges. C'est une manière de dominer. Donc le viol, c'est vraiment l'exemple même de la domination parce que ça va être un acte de jouissance pour celui qui le commet et un acte de souffrance ou de traumatisme à vie pour la personne qui le subit. Donc là, on est vraiment dans l'exercice d'une domination violente. Moi, je pense que cette question de qui est psychopathe ou non est beaucoup plus difficile. Tu vois, si par exemple tous les hommes qui ont violé étaient reconnus comme violeurs, je crois qu'on aurait vraiment un déclic en se disant où est le normal et où est le pathologique, quoi. Il y a vraiment, je pense, une majorité d'hommes qui ont commis des violences. Et ça, je pense que ce qui est difficile, c'est de s'en rendre compte et de se dire, faut faire avec, en fait. Une majorité d'hommes. Fin de la première partie. À suivre